Salut les amis, salut les footeux, avec une semaine en ballon, saison 4, épisode 1, on est ravis de vous retrouver pour vous parler évidemment football dans la région des Pays de la Loire avec nos deux clubs de Ligue 1 toujours, Angers et Nantes, mais également les trois formations du championnat national, Angers, Le Mans, Laval et Cholet. Et qui mieux que le nouvel entraîneur d'Angesco pour débuter cette saison 2021-2022, j'ai nommé Gérald Baticle qui est présent en direct de la Baumette, le centre d'entraînement. Bonjour Gérald. Bonjour. Merci d'abord, merci de trouver un petit peu de temps pour nous recevoir tout de suite ici à Angers. Alors c'est vrai qu'on avait vraiment envie de débuter avec vous. On ne va pas vous le cacher, le début de championnat, il est vraiment super sympa de votre côté. Tout va bien ? Ça va bien au niveau des résultats et ça va surtout très bien au niveau de l'ambiance, la qualité du travail, l'intégration. On a été superbement bien accueillis dans cette belle ville, dans le club. Et, la découverte du groupe a été faite de belle manière. Donc, les feux sont au vert, mais il faut rester très concentré, très appliqué pour continuer de bien travailler, pour qu'on continue d'être performant. Évidemment, et on continuera dans les quelques minutes de parler de ce début de championnat, mais on va revenir avec vous pour vous découvrir à davantage, vous qui venez d'arriver du côté d'Angers. Alors, tous les amateurs, les passionnés de football vous connaissent, Gérald Baticle évidemment, vous avez été avant-centre attaquant pendant plusieurs années, presque 20 ans du côté de la première division. On va d'abord regarder et s'intéresser à Gérald Baticle, le joueur. Alors, il y a eu quelques clubs quand même, Gérald, parce que c'est vrai qu'on va pouvoir s'en apercevoir sur cette petite palette. Il y a eu 6 clubs, déjà 7 clubs professionnels, en commençant évidemment par le club d'Amiens, la ville où vous êtes né. C'est là où vous êtes révélé au monde du football avec cette fameuse montée en deuxième division ? Oui, alors c'est ma ville natale, c'est mon club de jeunesse. Et le club, à un moment donné, a perdu son statut professionnel. Tous les pros sont partis, il y a eu une crise financière, et a reconstruit avec sa jeunesse. Et donc, j'ai fait partie de cette vague qui a récupéré le club en D4, en D3, et puis on a réussi avec cette génération à faire monter le club en D2. Donc, sur cette montée, j'ai été contacté par des clubs de Ligue 1 et j'ai choisi d'aller à Auxerre. Et justement, la liaison, elle est parfaite. La Auxerre avec ses 5 saisons et on va la regarder à travers des photos d'archives. Alors, pour rien vous cacher, il y a eu pas mal de petites photos. Oui, non, mais à chaque fois, les invités du SB Foot font la grimace. Mais ça fait quand même quelques années, non ? C'est normal. Alors, c'est normal. c'est pas la grimace. Je suis limite en admiration devant la coiffure, vous voyez. Mais oui, c'est vrai, on la revoit. Et c'est vrai que c'était un match justement de la Auxerre face au Havre, club aussi chez lequel vous avez terminé votre carrière. Mais on va revenir sur Auxerre parce que c'est vrai que ces saisons, elles ont été magnifiques pour Auxerre et pour vous. Parce qu'en 93 notamment, vous êtes tout simplement le meilleur buteur de la Coupe UEFA. C'est quand même pas rien, ça. Ah, c'était une superbe épopée. Après Amiens, j'ai découvert vraiment le milieu professionnel à la GIA, l'exigence du haut niveau de la Coupe d'Europe. Et puis, à travers cette qualité de travail, ce bon club formateur qui m'a permis de me former, de me forger un professionnalisme, une méthode de joueur. On a eu tous les ans la possibilité d'aller s'aguerrir en Coupe d'Europe. Et une année, en 93, on est allé très loin jusqu'à la demi-finale face à Dortmund. Donc ça a été toute une épopée. En tant qu'avançante, j'ai eu beaucoup de possibilités de marquer des buts. 8 Je me suis éclaté. 8, oui. Mais on s'est éclaté, toute l'équipe, tout le groupe. On n'a pas joué pour avoir le plaisir de jouer la Coupe d'Europe, on jouait pour gagner. Et on a été performants, on est allé très loin. Défaite en demi-finale, effectivement, face à Dortmund. Défaite au tir au but en plus. Et c'est vrai que cette année 93, elle a commencé à forger un petit peu votre passage à la Auxerre, puisque l'année suivante, vous gagnez la Coupe de France. Là aussi, encore une ligne de plus au palmarès. Vous en êtes d'ailleurs le meilleur buteur. Tout roulait là, vraiment, dans cette épopée auxerroise. Ça faisait des années que la GIA avait franchi un palier, était un grand club, était un bon club du championnat de France, mais il manquait... il y avait une reconnaissance dans la qualité du travail, dans la qualité du jeu, mais il manquait un titre pour ouvrir le palmarès. Et on a marqué la première ligne du palmarès. Il y avait des lignes de D2, mais la première ligne vraiment de Ligue 1, du haut niveau, on l'a marqué en gagnant cette Coupe de France face à Montpellier.
Et sous le joug, on le rappelle, d'un certain Giroud, évidemment, qui a marqué lui aussi toute cette épopée auxerroise et le football français. Alors, il y a ces années auxerroises, et puis au bout d'un certain temps, 4-5 saisons, vous décidez de partir du côté du Racing Club de Strasbourg, avec encore une fois des lignes qui s'ajoutent au palmarès. Pourquoi d'abord ce choix de Strasbourg? C'est vrai que vous faites des choix, on va dire, de clubs qui ont quand même un passé sur la formation, sur tout ce qui se construit en fait. C'est pas vraiment le choix de partir, c'était un peu la méthode auxerroise où on prend des jeunes joueurs, on les développe, on leur donne ce professionnalisme, on leur permet d'avoir un certain niveau, on les utilise et à un moment donné, il y a un jeune qui arrive derrière, on vend le plus aguerri, donc c'était mon cas, j'étais vendu à Strasbourg et on forme un plus jeune derrière. C'était Et la donc philosophie du j'avais club. plusieurs possibilités. Ouais, c'est ça complètement, c'est la politique sportive même on peut dire et financière. Et donc, j'ai eu plusieurs possibilités. J'ai choisi Strasbourg. Pour rien vous cacher, c'était l'ambiance dans le stade qui m'avait plu. La Méno, quand j'allais jouer avec Auxerre, je trouvais que c'était chaleureux, c'était c'était enivrant. Et ça m'a donné envie d'aller dans ce club. Il y avait la possibilité de jouer l'Europe également à travers l'Intertoto, qui peut rappeler des souvenirs aux plus anciens. Qui a Et c'est disparu, ce mais qu'on a c'est fait. vrai qu'elle était là, cette Coupe Intertoto. Oui. Donc ça n'apportait pas grand-chose l'Intertoto, mais ça permettait d'aller jouer une Coupe d'Europe un peu au rattrapage, si je puis dire. Alors, on parlait de ligne au palmarès, 97 avec Strasbourg, la Coupe de la Ligue accrochée justement cette année-là. Et puis encore une grosse campagne européenne en 98 l'année suivante avec un huitième de finale perdu face à l'Inter de Milan et encore un gros parcours avec un Gérald Baticle qui était encore bien présent dans cette équipe strasbourgeoise. Ah non, non, à nouveau une belle épopée puisque on a perdu contre l'Inter en huitième, mais c'était l'Inter de Ronaldo le Brésilien et l'Inter a fini par gagner cette Coupe d'Europe au Parc des Princes. Donc c'était vraiment un gros Inter à l'époque. Mais avant de jouer l'Inter, on avait dû éliminer Liverpool, éliminer les Glasgow Rangers. Donc ça avait été Quel un parcours. parcours voilà, de bon niveau, avec la méno remplie à chaque match. Ça reste des grands souvenirs. On a donné beaucoup d'émotions à notre public, mais on a aussi vibré et vécu des grandes choses ensemble. Et puis derrière Strasbourg, on va vous retrouver pas très très loin finalement du côté du Football Club de Metz avec, eh bien, encore une fois, on a vu Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'Europe. Cette fois, c'est votre record en but. Record de buts en D1, 15 buts à votre actif sur la saison 2001, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais c'était un retour vraiment en positionnement d'avant-centre. Parce qu'à mes débuts, j'étais un vrai avant-centre à la GIA. Et puis à partir de Strasbourg, à partir de ma dernière année à la GIA et mon arrivée à Strasbourg, j'étais tantôt au milieu offensif, tantôt attaquant. Donc ce qui ne vous permet pas d'avoir des grands chiffres d'attaquant. Et lorsque lorsque j'ai signé à Metz, c'était vraiment pour être un pur avant-centre, pour être un leader d'attaque avec l'expérience que j'avais pu acquérir dans ma carrière. Et ça a marché, ça a matché avec les partenaires. On a eu une belle ambiance d'équipe, une harmonie collective. Et encore une fois, j'ai bénéficié du bon travail de toute l'équipe en étant aux avant-postes pour avoir des bons ballons et pouvoir en glisser une quinzaine au fond des filets. Et dans votre voix, on sentait que ça vous manquait justement d'évoluer à ce vrai poste d'avant-centre avec deux derniers clubs pour terminer la carrière avec une arrivée du côté de Troyes, ça c'était en 2002-2003 et puis une fin de carrière en Ligue 2 du côté du Havre en 2003-2004, 365 matchs professionnels, 80 buts en première division, c'est quand même de belles statistiques pour quelqu'un qui n'a pas été tout le temps avant-centre. Oui, c'est des belles stats. Après, avec du recul, on a toujours envie de faire mieux. J'en ai trop loupé, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon métier, j'aime corriger, j'aime améliorer le jeu de mes attaquants pour en louper le moins possible, être le plus efficace possible. Alors moi j'ai quand même une petite question pour clore ce chapitre joueur. Regardez l'image qui va arriver, on vous a fait une petite carte de France avec tous vos clubs où vous êtes passé justement dans votre carrière de joueur. Vous avez un souci avec la ligne au nord d'Auxerre ou quoi? Il y a un problème? C'est un peu ça, oui, je suis d'accord. Alors heureusement, je l'ai comblé un peu plus tard en descendant jusqu'à Lyon. J'ai eu l'impression de voir le Grand Sud alors que ça n'était que Lyon. Mais c'est vrai que le nord de la France, je connais beaucoup sur l'Est, un petit peu sur l'Ouest.
mais je suis jamais allé jouer dans le sud, c'est vrai. Vous, voilà du côté d'Angers, voilà, un petit peu plus à l'ouest de ce que vous connaissiez en tant que joueur. On vous a justement dépisté en tant que joueur. Maintenant, on va regarder un petit peu la carrière, beaucoup plus courte pour l'instant, hein, d'entraîneur. C'est parti. Alors, de la retraite sportif de joueur, on va vous retrouver du côté des U18 à Auxerre pour vous forger vos premiers pas d'entraîneur. Défaite d'ailleurs en finale, on vous le rappelle, en 2007 face à Sochaux au tir au but. Et puis, quasiment dans la foulée, plutôt en 2008-2009, en octobre 2008, on vient vous chercher pour aller à Brest, entraîner en D2 à l'époque, en Ligue 2, avec tout simplement le poste de numéro 1. Quel souvenir vous avez? Pour ceux qui ne connaissent pas, on va rappeler les statistiques parce que pour l'instant elles étaient bonnes. Là, elles étaient un tout petit peu moins bonnes. 7 victoires, 7 nuls, 12 défaites, une 18e place derrière. Et vous allez rester 7 mois. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette époque? C'était une expérience très enrichissante qui, vous savez, c'est souvent dans les défaites ou dans la difficulté qu'on grandit. Et évidemment, il y a une frustration quand vous perdez le poste, mais vous avez ensuite la possibilité d'analyser ce qui a été, Et ce là, qui a moins bien été. Corentin Martins, qui est quelqu'un de très proche. Oui, qui était directeur sportif et avec qui j'ai joué à Strasbourg une saison et à Auxerre 3 saisons. Et donc, je vous disais, en analysant le parcours, les 7 mois, ça permet de tirer des enseignements et d'avancer pour la suite de la carrière. Et la suite de la carrière, eh bien, on va la retrouver du côté de Lyon en 2011. 2 ans après l'épisode brestois, on vient vous chercher pour entraîner les U19 du côté de l'Olympique Lyonnais, gros club évidemment. Et puis en quelques semaines, je crois, c'est Rémi Garde qui vous demande de venir en tant qu'adjoint, l'épauler, mais plus pour les attaquants. C'est ça. J'ai signé à Lyon pour m'occuper des 19 ans. Et je suis toujours invaincu aux 19 ans. Je n'ai pas joué un match. On n'a pas disputé un match. Je n'ai pas fait un entraînement aux 19 ans. Puisque pendant la trêve, après avoir signé le contrat, il y a eu du mouvement au niveau des staffs du club. Et Rémi, qui était le directeur du centre, m'a proposé d'intégrer le staff de l'équipe 1 et d'avoir la responsabilité de l'animation offensive et des spécifiques attaquants. Et couplé à ça, l'analyse du jeu de l'adversaire et la présentation de l'adversaire à l'équipe. Ce que j'ai accepté très rapidement. Effectivement. Et pendant une décennie, vous êtes resté entraîneur adjoint, numéro 2 du club de l'Olympique Lyonnais, à la fois avec Genesio, avec Silvino, avec Rudy Garcia, avec Hubert Fournier également, si je ne m'abuse, du côté de Lyon. 10 ans à justement se nourrir de tous ces entraîneurs. Et pour atterrir du côté d'Angers, on va voir la photo. Bienvenue à Gérald Batic. Un mot, pourquoi Angesco? Et est-ce que ça vous démangeait vraiment d'être numéro 1? Pendant ces 10 années, ça ne me démangeait pas d'être numéro 1. J'avais le sentiment de progresser tous les jours, de vivre des choses passionnantes et intéressantes, parce que c'est du très haut niveau. Très souvent, il y avait la Champions League. Tous les ans, on jouait la gagne ou en championnat ou dans une coupe, ou des qualifs pour aller très loin au niveau de la Champions League. Donc, il y avait un intérêt du très haut niveau. Il y avait la recherche de l'excellence. C'était passionnant. C'est seulement la dernière année où l'envie de reprendre les responsabilités de numéro 1 a commencé à naître. Et j'arrivais en fin de contrat, donc j'ai été très clair avec l'Olympique Lyonnais en leur faisant part de ma sensation et de mon envie de trouver un poste de numéro 1 dans un club. Et l'opportunité angevine s'est présentée. Ça s'est présenté à travers un entretien avec la direction du club. Et l'aventure a commencé à ce moment. Effectivement. Attention, vous n'avez pas de problème d'oreille, Gérald? Non, tout va bien. Bon, alors on y va. Un petit corde de brume pour commencer, puisqu'on va évidemment parler d'Angesco dans quelques instants du début de saison. Mais avant cela, eh bien, on va retrouver l'édito de Richard Coffin. On parle de Mercato, puisque ça vient de se terminer. Et vous allez voir, il a un avis bien particulier sur ce Mercato. C'est parti. Ah, le Mercato, un terme venu d'Italie qui signifie marché pour les joueurs et pour les clubs. Tout un programme. Oui, je sais, un peu de culture comme ça d'entrée, ça peut surprendre. Tu me donnes Harry Kane, s'il te plaît? Ouais, mais alors, contre tous tes joueurs, alors. Je vais voir alors. Cet échange tarifé de joueurs, cela va de soi, est cependant particulier. C'est 2 fois par an. L'hiver,
l'été. La dernière période, c'était du 9 juin au 31 août en France. Juste une chose, le championnat reprenait le 6 août avant la fin du mercato. C'est normal ça? Oui, c'est le monde du foot pro. Un entraîneur peut effectivement débuter une saison avec des joueurs qui peuvent potentiellement partir. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ce n'est pas Antoine Comboiré, le coach nantais, qui nous dira le contraire. C'est un désastre pour les clubs d'ailleurs finalement, mais les entraîneurs, donc c'est une période qu'on n'aime pas parce que vous travaillez, puis vous savez qu'à tout moment, les gens peuvent partir, des mouvements, et puis surtout donc, ça perturbe le travail. À chaque mercato, on a soulevé le problème, mais après, il y a des gens qui sont là pour faire leur travail, prendre des décisions. Voilà. Une fois qu'on a dit ça... Alors là, on est sauvé. Si ce sont les instances du foot, la FIFA en tête qui gère ça, tout va bien. Évidemment, non. Pour nous, à SB Foot, ça marche à l'envers. Alors, quel est l'intérêt de garder la chose en l'état? Pour le côté spéculatif, ça oui. Pour faire parler, certainement. Mais pour le sportif, on repassera. Alors, on a une idée pour les instances du foot. Une sorte de devoir de rentrée. Si c'était possible de repenser le mercato, et puis tant qu'à faire, de rendre une copie propre. Merci Richard Coffin pour cette petite analyse justement sur le mercato. Ça a beaucoup fait sourire Gérald de Batic. Vous avez eu un exemple là, Gérald, avec Angelo Fuggini. Ça a été jusqu'au dernier moment, partira pas, c'est compliqué. C'était une analyse très intéressante. Mais c'est vrai, je partage ce qu'a dit Antoine, c'est une période très compliquée. On a des joueurs qui peuvent être perturbés par la possibilité de partir ou de ne pas rester. Et vous, lorsque vous travaillez, vous essayez de préparer un groupe, une équipe qui est d'une journée sur l'autre en modification possible. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Effectivement, mais ça y est, c'est terminé. Et maintenant, on va pouvoir parler justement du début de saison d'Angesco. Alors, comme ça vient de démarrer, eh bien, on va vous mettre une petite palette chiffrée. Vous la regardez, on l'écoute en même temps et on s'en réjouit. Alors évidemment, ça n'est que le début, Gérald, parce que c'est vrai qu'il n'y a eu que 4 journées de championnat, mais tous les chiffres qu'on a pu voir là-dessus, c'est rassurant quand même, non? Oui, c'est un bon début. C'est 10% du parcours qui est fait, qui est bien fait. C'est des chiffres rassurants. C'est des chiffres qui ont été acquis sur le terrain en travaillant beaucoup à l'entraînement et en reproduisant ce qu'on cherchait à travailler à l'entraînement au match. Donc ça nous donne de la confiance pour la suite, mais tout est une question d'équilibre, tout reste fragile et c'est à nous de travailler pour entretenir cette dynamique, la nourrir, et puis en même temps garder cet équilibre, continuer d'être performant. Et c'est rassurant pour la confiance, pour l'entraîneur qui vient d'arriver, pour le groupe justement qui travaille avec ce nouveau coach. Et on va d'ailleurs écouter Romain Thomas, c'était début juillet sur le stage à l'île de Ré. Écoutez ce qu'il racontait, voilà ce qu'on lui avait demandé. Bien travailler, bien se préparer pour justement bien commencer. Parce qu'on voit que les débuts de championnat sont hyper importants et c'est ça, le mois d'août, bien l'entamer et puis ensuite on verra bien où on se retrouvera. Mais être bien physiquement avec peu de blessés, ce sera déjà hyper positif. Hyper positif, pas de blessés et surtout bien débuter le championnat. Parfait ? C'est bien, mais c'est juste le fruit du travail parce que je suis arrivé, je voulais observer, découvrir et j'ai découvert et j'ai fait connaissance de grands joueurs. J'ai fait connaissance également, parce que je m'intéresse beaucoup à l'homme derrière le joueur, de grands bonhommes. C'est des joueurs de caractère, c'est des joueurs qui ont de la personnalité, qui ont un grand professionnalisme. Et donc, ça nous permet d'avoir un travail de qualité parce qu'ils s'impliquent dans ce qu'on propose. Et avec ce travail de qualité, on a des repères pour ensuite avoir de la confiance le jour où on est en compétition. Alors David Juillat, notre confrère justement de France 3, était venu vous voir du côté de l'île de Ré. J'ai réécouté votre interview et il y a un passage qui m'a vraiment marqué. On va le réécouter ensemble, on en reparle. Il y a peut-être certaines convictions que je vais devoir laisser de côté parce qu'il n'y a pas forcément les capacités requises en face et d'autres que je vais devoir accentuer
parce que justement, il y a des grosses capacités, peut-être même inattendues, qui me permettent d'aller encore plus loin. Ce qu'il me faut, c'est mettre du bon sens dans ce qui existe déjà de bien, dans ce que je peux développer, dans les idées que j'ai envie d'apporter. Voilà, trouver un bon équilibre pour que ce soit après compétitif. Alors, sans parler, Gérald, évidemment, d'une vérité sur toute une saison par rapport à ce début de championnat, mais est-ce que vous avez trouvé des réponses déjà à vos questions ? Oui, et tous les jours, on cherche à avoir des réponses à nos questions parce que c'est un métier où on se remet en question tous les week-ends. Tous les week-ends, on tire des enseignements des matchs qu'on ait gagnés, bien joués, moins bien joués. Et tous les week-ends, il faut trouver des solutions, il faut dénicher les problématiques, trouver les solutions en face pour bien préparer le match suivant. Donc, ce que j'ai voulu dire à travers ce message, c'est que c'était à moi de m'adapter au potentiel de mon groupe, de ne pas être un rêveur à vouloir mettre des choses en place inadaptées, de faire preuve de bon sens et de m'adapter à mon groupe. Et le mot adaptation, c'est un mot qu'on utilise beaucoup parce que je demande également aux joueurs de s'adapter aux circonstances, aux décisions d'un arbitre, aux circonstances d'un match, au scénario d'un match, d'avoir cette capacité d'adaptation. C'est pour moi une qualité chez un grand joueur et c'est aussi une qualité de vie dans le bagage d'un homme. Et c'est ce qu'on voit dans votre effectif, effectivement, avec une base solide toujours derrière et puis un peu plus de créativité. C'est ce qu'on voit sur les premiers matchs. En tout cas, on s'en réjouit parce que c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir un club d'Angers qui se nourrit offensivement et qui arrive à développer du jeu, même sans véritable avant-centre, puisqu'on voit que vous jouez avec des joueurs pas forcément qui sont des numéros 9 comme vous l'avez été. On a parlé du début de saison, on va parler des ambitions rapidement. Les ambitions d'Angesco, on regarde tous ensemble le classement parce que d'abord ça fait plaisir, on se fait une petite photo. Dauphin du Paris Saint-Germain, c'est quand même pas rien. Donc on va regarder le classement. C'est un fameux 10 points pour Angesco à 2 points de Paris. Il y aura un match face à Brest, ce sera ce week-end. Alors, en quelques mots, Gérald, qu'est-ce qu'on peut avoir du côté d'Angers en ambition ? Parce que ça fait plusieurs années que le club se stabilise, on va dire, dans le ventre mou du championnat. Au niveau ambition, notre ambition, c'est d'être performant match par match. Donc on travaille dans la semaine pour avoir un fond de jeu, comme vous l'avez dit, une solidité défensive, une envie d'aller de l'avant quand c'est possible. On a envie d'avoir un jeu plaisant, ou passionnant, avec de l'énergie, beaucoup d'énergie, qui donne de l'enthousiasme aux joueurs en le pratiquant, mais également du plaisir à nos supporters en le regardant. Ça, c'est ce qu'on recherche. Et en même temps, on recherche la performance. Donc notre ambition, elle est match par match. Et même si le début est très intéressant au niveau comptable, mais au niveau de la qualité, on garde les pieds sur terre et on sait que la route est longue. On a 4 matchs, il en reste 34. Donc il y a encore beaucoup de points à prendre pour aller chercher la barre des 42, qui est une barre... Cher à un certain Giroud. Exactement, mais ça c'est aussi du bon sens, c'est qu'il devrait être cher à tous les clubs, qui est cher à tous les clubs, donc il faut aller la chercher, et si on a toutes les équipes qui ont le bonheur d'aller la chercher assez tôt, après on peut avoir d'autres ambitions, mais nous notre ambition c'est dans le jeu, et c'est d'aller chercher cette barre de 42. Eh bien, ça fait beaucoup de bien d'entendre ce discours. Merci à Gérald Batic. Attention, deuxième corne de brume. On est parti pour la dernière partie justement de cette USB Foot. On va tout de suite s'intéresser au quiz de fin. Le quiz de fin, la question pour connaître la culture notamment de l'entraîneur d'Angesco dans son nouveau club. J'espère que vous avez bien révisé par rapport à ça. Alors, en même temps, j'ai été un petit peu sévère, c'est vrai, il faut le dire. La question, la voici. Gérald, il y aura 3 propositions, une est la bonne. Quel est le meilleur buteur d'Angesco de tous les temps, toutes compétitions confondues? Est-ce que c'est A, réponse A, Marc Berdol? Est-ce que c'est réponse B, Christophe Lagrange? Est-ce que c'est réponse C, Cédric Dory? Je connais les 2 derniers. Je pense que c'est ce Lagrange. Bravo, quelle culture. Christophe Lagrange, meilleur buteur d'Angesco de tous les temps, toutes compétitions confondues. 125 buts quand même pour Christophe Lagrange. Il y a eu Cédric Dory, 38 buts. Ils ont fait souvent la paire. Et puis Marc Berdol, ça a été celui qui a marqué le plus de buts en première division. C'est 112, lui qui a été international français. Exactement, bravo, bonne réponse Gérald. Et on termine, comme toutes les semaines dans USB Foot, par notre coup de cœur.
Et le coup de cœur, il va vous ravir parce qu'on va parler d'Angers, on va parler aussi d'un fameux derby à venir. Regardez la victoire des U11, c'était du côté d'Angesco justement, avec la victoire des jeunes Angevins face en finale au FC Nantes. Ça promet pour le prochain derby. Ah, c'est magnifique, c'est ça le foot, c'est ça le sport, c'est la jeunesse. Vous voyez la joie sur les visages, c'est énorme. C'est énorme, effectivement. Et on a été ravis de vous avoir pour cette première saison 4, épisode 1 avec Gérald Baticle. Vous avez été superbe pour cette première émission. On vous suivra bien évidemment tout au long de cette saison 2021-2022 qu'on espère tranquille, légère, beaucoup plus que les 2 dernières saisons. Et puis nous, on reviendra la semaine prochaine avec un autre invité. Ce sera du côté du FC Nantes, justement, avant le fameux derby entre Angers et Nantes, prévu du côté du stade Raymond Kopa. Merci Gérald. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous, bonne continuation, très belle saison et à jeudi prochain. Bye bye.